Donc le sujet d'aujourd'hui, je vous le rappelle, c'était comment dimensionner sa chaudière dans un bâtiment. Nous avons évoqué avec les invités d'abord le chauffage, ensuite l'eau chaude sanitaire. Et maintenant, je vais vous poser la question, comment vous faites pour la puissance globale? Qui me répond pour commencer? Sylvie. Comment on fait? Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait déterminé une puissance chauffage avec ou sans surpuissance. Donc, nous, en l'occurrence, c'est avec surpuissance. On a déterminé des besoins et donc une puissance d'eau chaude sanitaire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne cumule pas les deux. On prend la puissance la plus prépondérante des deux. Bon, alors, si on prend une configuration de bâtiment, de logement actuel, RT 2012, etc., en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on a une puissance. Alors, bien entendu, tout ça, ça va dépendre du système de production d'eau chaude mis en place, si c'est du semi-instantané, du semi-accumulé, etc. Mais nous, assez régulièrement, ce qu'on constate, on a une puissance d'eau chaude sanitaire qui est prépondérante. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte uniquement la puissance d'eau chaude sanitaire. Ou alors, et si c'est dans l'autre cas, on prendra en compte la puissance de chauffage. On ne cumule pas puissance chauffage et puissance eau chaude sanitaire. Luc Bourne, comment vous travaillez? J'ai un peu moins de scrupules ce soir, puisque j'ai appris que si on pouvait aller jusqu'à 5P, on n'avait pas de baisse de rendement. Donc j'ai tendance, pour le coup, à surdimensionner mes installations. Faut avouer, à moitié pardonné. Merci. Donc j'ai... Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. C'est pas une faute. Mais j'ai une démarche un petit peu différente. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai ma puissance chauffage, j'ai ma puissance chaude sanitaire, et je cumule les deux. C'est-à-dire que la plupart du temps, je cumule ces deux besoins. Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que c'est un choix, souvent, qui est, négocié non, mais en tout cas parlementé de la même façon avec le client. Un petit peu comme le choix qu'on faisait pour qu'on évoquait précédemment. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, j'ai même des clients, alors peut-être un peu moins dans la promotion, mais j'ai même des clients qui me demandent de doubler les installations pour avoir une installation en secours de l'autre. Ça arrive. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a même des clients qui vont plus loin que ce qu'on peut proposer déjà en surabondance, quoi. Ouais. Joséphine. Mais moi, j'aimerais bien avoir les mêmes clients que Luc. Les miens, ils sont... c'est bien gentil de ta part. Les miens sont en général beaucoup plus frileux sur la dépense et donc préfèrent que j'optimise au maximum. Et là, je rejoins complètement Sylvie, où moi, je vais dimensionner au plus défavorable de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. J'ai une tendance à privilégier une grosse accumulation et au côté primaire pour éviter les problématiques de légionnelle, de manière à ce qu'il y ait une priorité le plus souvent possible sur l'ECS quand on en a besoin, mais qui ne dure pas très longtemps. Et donc, du coup, on va pouvoir faire fonctionner la chaudière pour le chauffage la majorité du temps, baisser les températures et avoir un meilleur rendement. Voilà, donc ça, c'est ma méthode. Moi, je travaille beaucoup plus avec des promoteurs. Il ne faut pas... Enfin, moi, je prends des risques, je l'avoue. Hein, je prends peut-être des risques, mais bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas été... J'ai jamais eu de problématique particulière. Au niveau je travaille aussi beaucoup en rénovation, et donc je vois aussi énormément de bâtiments qui n'ont qu'une seule chaudière. Hein, qui n'en ont pas deux, parce que c'est déjà un luxe d'avoir deux chaudières, d'avoir la place d'avoir deux chaudières, d'avoir la possibilité d'investir sur deux chaudières. Donc nous, on le propose. Si le budget ne le permet pas, on mettra une chaudière. Mais on aura réfléchi, évidemment, tout le réseau hydraulique de manière à ce que ça ne pose pas de problème. Et on a fait des calculs précis pour ne pas avoir de problématiques dans la vie du bâtiment. Et j'ajoute qu'on travaille le client vraiment pour qu'il mette par contre les efforts sur l'entretien de la chaudière et sur l'exploitation. Luc, vous souhaitiez réagir et compléter? Oui, je reviens quand même sur ce que Joséphine vient de dire. J'ai fait un certain nombre d'audits pour un promoteur et effectivement, c'était des installations qui, pour le coup, ne comprenaient qu'une chaudière et la chaudière était dimensionnée par rapport aux besoins des déperditions. Et pas du tout avec un cumul. Et effectivement, il y avait des problématiques sur ces installations, mais qui n'étaient pas de l'ordre de la puissance installée, qui étaient sur d'autres points plutôt réglementaires. Mais pour aller dans ton sens, il n'y avait aucune problématique de puissance, de dimensionnement, et aucun client ou aucun utilisateur
ne se plaignaient d'un manque de puissance, même en période d'hiver, quoi. Le point de vue de Cegibat, Romain Ruillard, sur cette façon de faire, on n'additionne pas, et si on n'additionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend comme puissance de base? Déjà, si on revient sur les chiffres de l'étude que nous avons fait il y a quelque temps, on se rend compte qu'il y a un quart des bureaux d'études qui vont avoir la logique de prendre le maximum de l'un ou de l'autre, voilà, entre puissance chauffage et eau chaude sanitaire, et encore un autre quart qui va faire la somme. Et au milieu de tout ça, on a un peu le reste du monde, pour le coup. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens, les bureaux d'études, pour ceux qui vont sommer, vont peut-être avoir une crainte, c'est que pendant qu'on recharge le ballon d'eau chaude sanitaire, on ne fait pas de chauffage. Et quand on ne fait pas de chauffage, on peut se dire que la température va baisser dans ces bâtiments. Et qu'à un moment donné, les gens peuvent râler, parce qu'ils n'ont pas leur température souhaitée. Sauf que les simulations thermiques dynamiques qu'on a pu faire, dans le neuf, démontrent qu'on a un tel niveau d'isolation, souvent de l'inertie, qui fait que la température, elle baisse. Elle commence à se sentir après 7 ou 8 heures. Là où un ballon d'eau chaude sanitaire va être remis en température au bout de, selon la puissance, 10 jusqu'à 2 heures, selon les niveaux de puissance et la logique pris en compte. Donc, en tout cas, rassurons-nous, on peut se permettre d'avoir des ballons un peu surdimensionnés et un niveau de puissance plus bas, puisque pendant que le travail se fait sur le ballon, il ne se passera rien sur le chauffage, ou quasi rien. Quel est votre degré d'acceptation dans votre bureau d'études thermiques sur justement cet arrêt du chauffage pour laisser la priorité? Quel est le temps maxi que vous êtes prête à allouer? 1 heure, au-delà? Ah non. Alors, c'est ce que disait Romain. Aujourd'hui, on a des bâtiments sur Nantes. On réalise plutôt des bâtiments à inertie moyenne ou lourde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chaleur est bien emmagasinée. On donne une priorité à l'eau chaude sanitaire, mais cette priorité donnée à l'eau chaude sanitaire, elle est en général de l'ordre de 20 minutes. On ne va pas jusqu'à 1 heure d'arrêt de chauffage, bien que les installations ont une capacité, on a une quantité d'eau dans les réseaux qui ne vont pas... donc, il y a des déperditions, certes, mais la température ne va pas s'abaisser d'un seul coup. Donc nous, on s'autorise aujourd'hui, en gros, une vingtaine de minutes d'arrêt du chauffage pour mettre en préparation l'eau chaude sanitaire au niveau de la chaufferie. Rapidement sur le même sujet, Luc et Joséphine, vous vous accordez combien de temps, vous? J'aborde la chose avec une autre optique, donc je ne me pose pas vraiment cette question-là, pour le coup. Joséphine? Moi, je n'ai pas de scrupule à couper le chauffage pendant 2 heures. Mais parce que je travaille aussi beaucoup en rénovation et je le constate. Il n'y a pas d'impact. Je le constate. Il n'y a pas d'inconfort. Et même sur des bâtiments qui ne sont pas isolés, alors évidemment, il faut s'adapter aux bâtiments. Il faut s'adapter à l'émetteur aussi. Moi, j'ai tendance à surdimensionner mes émetteurs pour pouvoir fonctionner au régime le plus bas de chauffage. Donc du coup... On a un circuit d'eau qui est important, et alors quand on est en plancher chauffant, on peut en couper encore plus longtemps sur du plancher chauffant. Non, moi j'ai pas. Et même sur des bâtiments pas très isolés, finalement, on constate que il faut quand même du temps avant de perdre 1 degré. Et quand on vient réchauffer la nuit, si on tombe à 17, la nuit. Ça n'est pas grave. Disons que non. Quand on veut faire des économies d'énergie, on est à 19 la journée, 17. La nuit. Et en général, on est un peu plus en réalité. Je vous propose d'évoquer un des derniers sujets de ce débat Cegibat que nous n'avons pas encore évoqué, c'est la fameuse règle des 2 tiers. Et vous me direz dans quelques instants si vous l'appliquez. Mais je vous propose qu'on aille voir l'un de vos confrères. Il s'appelle Alain Baudin, il est du bureau d'études thermiques IE Conseil. Et lui nous dit comment il pratique pour cette règle des 2 tiers.